Salut tout le monde et contente de vous retrouver pour continuer notre tour du monde des durs à cuire. Écoutez, j'espère que le concept vous plaît. Aujourd'hui, on pose nos valises en Europe, plus précisément en Albanie, un pays que je trouve totalement sous-coté. Au fur et à mesure que je faisais mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire en Albanie, que c'était un super pays, notamment pour les randonnées. Or, autant j'entends beaucoup de gens parler de la Croatie, de la Slovénie, on ne parle jamais de l'Albanie. Ça, faut le changer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on va se plonger dans l'histoire de ce pays et on va parler de plusieurs femmes qui ont justement fait cette histoire. C'est parti! Une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler d'une seule femme, mais de plusieurs milliers d'entre elles, puisqu'on va parler des Bournèches, aussi appelées les Vierges jurées ou les femmes-hommes. Alors, on trouvait les Bournèches dans le nord de l'Albanie, une région très montagneuse, très isolée, dans laquelle s'appliquait jusqu'au XIXe siècle un droit coutumier médiéval appelé le Kanun. Et le Kanun, c'était vraiment le summum de la misogynie. C'est simple, il traitait les femmes comme des objets. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler, n'avaient pas le droit d'être chef de famille, n'avaient pas le droit de s'exprimer en public, n'avaient pas le droit de boire, n'avaient pas le droit de fumer, n'avaient pas le droit de jouer de la musique. Donc, à part le mariage, il n'y avait pas beaucoup de solutions qui s'offraient à ces femmes, sauf si elles prêtaient serment, donc pour renoncer à porter des vêtements de femme et à jurer qu'elles allaient rester vierges jusqu'à la fin de leur vie. Et dans ce cas-là, elles pouvaient devenir des bournèches, c'est-à-dire elles devenaient aux yeux de la société des hommes et donc pouvaient travailler ou jouir de tous les privilèges masculins. Et ce qui est intéressant avec cette tradition, c'est qu'elle transcendait les religions. Il y a eu des bournèches chrétiennes, mais aussi des bournèches musulmanes. Et ce n'était pas considéré comme quelque chose de honteux, au contraire. Alors ces jeunes filles avaient différentes motivations, mais quand même le dénominateur commun, c'est qu'elles devaient obligatoirement avoir l'aval de leur père. Si elles n'obtenaient pas l'accord paternel, là, elles étaient châtiées et discréditées. Donc certaines le faisaient librement, parce qu'elles avaient des rêves, parce qu'elles voulaient juste pas se marier, elles voulaient travailler. D'autres, c'était pour échapper justement à des unions arrangées. D'autres fois, c'était à la demande du père de famille, si celui-ci n'avait pas eu de fils, pour pouvoir justement transmettre à sa fille, devenue bournèche, son métier ou alors une charge militaire. Et ensuite, la bournèche pourrait transmettre sa charge au neveu, comme ça la lignée familiale était respectée. D'autres, et là c'est un petit peu plus triste, le devenaient parce qu'elles étaient handicapées ou juste beaucoup trop pauvres pour pouvoir espérer se marier. Et comme ça, elles échappaient à un statut de vieille fille qui était très honteux à l'époque. Et cette tradition est morte que récemment, on va dire que jusqu'aux 2/3 du XXe siècle, il y avait encore beaucoup de bournèches. Il faut dire que le régime soviétique les a encouragées, parce qu'en fait l'Albanie a été un régime soviétique de 1944 à 1991, une dictature quand même très sévère. Par exemple, l'Albanie a été le seul pays qui s'est opposé à partir de 1956 à la déstalinisation, donc à la mort de Staline, pour dire que c'était pas détendre. Mais en fait, ils voyaient d'un bon œil les bournèches parce qu'elles n'avaient pas d'enfants, et donc du coup, c'était généralement des personnes qui se consacraient corps et âme à leur métier. Même si paradoxalement, c'est aussi le communisme qui va mettre fin à la tradition des bournèches, parce que les communistes vont essayer justement de lutter contre l'obscurantisme et contre le Kanun et vont accorder quelques droits aux femmes. Bon, l'Albanie n'est pas un pays très féministe, faut pas rêver, mais déjà un peu plus. Alors aujourd'hui, il reste une dizaine de ces bournèches. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vais mettre dans la barre de description un lien vers un reportage de France 24 qui justement interview les dernières bournèches. Et c'est vachement intéressant parce qu'en fait, on a leur motivation, leur parcours, comment elles ont vécu cette vie vraiment hors norme. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors là, on va changer complètement de registre puisqu'on va parler de deux martyrs, deux jeunes filles qui avaient vraiment des backgrounds très différents mais qui se sont battues en fait pour la libération de l'Albanie et qui malheureusement ont eu un destin tragique mais qui ont eu le mérite d'avoir vraiment inspiré les Albanais. Donc la première, c'est Margarita Tutulani. Alors, Margarita vient d'une famille aisée, son père était parlementaire, mais un parlementaire nationaliste. Aussi, quand les Italiens ont envahi l'Albanie, le sang du père et de la fille n'ont fait qu'un tour. En fait, il faut savoir que l'Albanie a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc de 1939 à 1943, donc ils ont été sous domination de l'Italie fasciste. Donc ensuite, l'Italie s'est retirée, mais c'est du coup les nazis qui ont pris la place de l'Italie de 1943 à 1944.
Et ensuite, il y a eu une guerre civile et une dictature communiste s'est imposée. Certains pays n'ont vraiment pas de chance à la loterie de l'histoire. Donc c'est le cas d'Albanie. Donc Margarita va adhérer au Parti communiste et faire des actes de résistance avec son frère. Et en juillet 1943, ils vont organiser dans leur ville une grosse marche de protestation contre les Italiens. Donc ils vont être blacklistés, ils vont être arrêtés, donc elle et son frère. Ils vont être torturés et ils vont être exécutés. Et ce qui va beaucoup choquer les Albanais, c'est qu'en fait les Italiens vont prendre en photo le corps de Margarita et diffuser les photos en guise d'avertissement. Et cette mort tragique va vraiment provoquer un déclic parmi le peuple albanais. Donc après la guerre, quand on va demander à des résistants pourquoi ils se sont engagés, un certain nombre, beaucoup même, vont invoquer l'exemple de Margarita, de dire qu'ils ont été très touchés par cette histoire et que si une jeune adolescente avait eu le courage de s'opposer aux Italiens, eux n'avaient pas d'excuses. Lily Guerreau, notre deuxième héroïne, elle a eu un parcours différent, donc elle vient d'un milieu beaucoup plus populaire et elle pratique déjà des actions de résistance sous l'occupation italienne. Mais quand les Allemands vont arriver en Albanie, elle va vouloir, on va dire, aller un cran au-dessus. Donc en septembre 1943, elle adhère au mouvement de libération nationale albanais et va apprendre à manier les armes. Elle va participer à plusieurs escarmouches contre des Allemands. Et en octobre 1944, donc elle va justement tendre une embuscade à des soldats allemands et elle va être blessée pendant l'embuscade, donc elle va se battre jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Et malheureusement, des Allemands vont la trouver évanouie, donc ils vont l'attacher à un arbre, ils vont lui jeter de l'essence dessus et ils vont la brûler vive. Elle aussi, elle va très vite devenir une figure très populaire, vraiment une vraie héroïne. Et d'ailleurs, après la guerre, Margarita et Liri vont toutes les deux obtenir le statut d'héroïne du peuple, qui était la récompense la plus élevée en Albanie. Alors pour clore cette liste, on va rester dans le domaine militaire et on va parler d'une chef de guerre. Alors j'adore l'histoire militaire, en voyant un sabre derrière moi d'ailleurs ça ne va pas vous étonner. J'aime beaucoup surtout l'histoire des femmes militaires. Et donc dès que je peux en placer une et vous parler d'une de ces guerrières, je le fais. Et là, ça n'a pas raté, on va parler de Choté Gallica. Alors on ne sait pas grand chose de la jeunesse de Choté, on sait juste qu'en 1915, elle épouse un commandant au sein du Kachak, Azem Gallica. Alors le Kachak, c'était une organisation militaire albanaise qui, après la Première Guerre mondiale, se battait contre les Serbes dans la région du Kosovo. Donc à partir de 1919, elle va combattre aux côtés de son mari, mais en 1925, Azem meurt. Et donc Choté va récupérer les troupes de son mari et diriger ce petit monde. Et elle va vraiment se tailler une super réputation de commandante. D'ailleurs en 1927, elle va parvenir à capturer un commandant serbe. Et il faut savoir qu'elle est devenue vraiment une grosse héroïne a posteriori, vraiment une figure du nationalisme albanais. Et en 2017, à l'occasion du 90e anniversaire de sa mort, le président albanais a fait vraiment un gros discours dans lequel il rendait hommage à Choté Gallica. Alors j'espère que vous avez aimé le sujet de cette vidéo. J'avoue que quand l'Albanie a été tirée au sort, j'étais assez contente parce que ça fait partie de ces pays dont on ne parle jamais. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant de médiatiser un pays pas très connu plutôt que de faire une énième vidéo sur le Canada ou les États-Unis. Bon, si le Canada ou les États-Unis sortent, bien sûr que j'en parlerai. Mais voilà, pour commencer, je préfère parler de pays pas très connus. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, on lâche un pouce, ça prend quelques secondes et ça fait hyper plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!